Pourquoi cet amalgame entre la franc-maçonnerie et puis la religion juive, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs dans les premières loges? Parce qu'on est les héritiers des constructeurs du temple de Salomon. Donc pour des gens qui vont faire des raccourcis, il y a forcément des juifs dans les francs-maçons. Il y a un peu cet amalgame. Et on parle donc du complot judéo-maçonnique qui est là pour tenir le monde et mettre le monde sous le joug des puissances financières. En 1903, un ouvrage intitulé « Les protocoles des sages de Sion » est publié en Russie. Il regroupe des comptes rendus d'une vingtaine de prétendues réunions secrètes au cours desquelles les juifs et les francs-maçons auraient établi un plan de conquête du monde à base de manipulation des peuples, de guerre et de révolution. Le protocole des sages de Sion explique théoriquement que les plus hautes autorités d'Israël et de la communauté juive ont conçu un plan machiavélique pour son influence sur le monde et que les loges sont un des outils de ce plan machiavélique pour contrôler le monde. L'ouvrage, traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier, devient rapidement un best-seller. Sauf que les éléments présents dans ce livre s'avèrent être fabriqués de toutes pièces. Plusieurs historiens vont prouver que son contenu plagie quasi intégralement un texte de 1864 écrit par Maurice Joly et intitulé « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ». Un pamphlet satirique censé dénoncer un plan fictif de domination mondiale de Napoléon III. En comparant le texte du protocole des sages de Sion avec celui de Maurice Joly, antérieur de près de 40 ans au livre russe, on retrouve à des dizaines de reprises les mêmes thèmes, les mêmes formulations et à certains endroits, des phrases complètement identiques. Bien que la supercherie soit rapidement dévoilée dans les journaux, l'ouvrage va servir de référence aux adeptes du complot judéo-maçonnique, comme les fascistes italiens ou espagnols, et même Adolf Hitler, qui va faire utiliser les théories des protocoles des sages de Sion par les services de propagande du Troisième Reich. Aujourd'hui, et malgré des dizaines de travaux de recherche consacrés au texte, les origines de l'ouvrage sont encore entourées de mystères. Mais ces thèses sont encore défendues par certains complotistes. Les protocoles des sages de Sion, c'est un faux, mais qui a eu un succès extraordinaire. Du coup, le faux devient plus vrai que le vrai. On a voulu rapprocher cette conspiration juive mondiale de celle des francs-maçons, puisque bien évidemment, le fantasme alimente le fantasme, la conspiration. Et si vous arrivez à agréger toutes les conspirations les unes avec les autres, vous avez le complot mondial par excellence. C'est proposer une explication simple à un monde complexe. Des gens à l'arrière-plan, ceux qu'on ne voit pas, tirent les ficelles et en fait sont les vrais maîtres du monde. C'est un faux qui, aujourd'hui, a une diffusion absolument, toutes langues confondues, prodigieuse, compris sur Internet. La montée des dictatures en Europe va sonner le début des années noires de la franc-maçonnerie. Partout, les loges vont être persécutées ou tout simplement dissoute. Le régime soviétique va laminer la franc-maçonnerie. Trotsky avait eu cette formule extraordinairement révélatrice. La franc-maçonnerie est une plaie purulente sur le corps de la bourgeoisie française, il faut la brûler au fer rouge. Quant au gouvernement fasciste, que ce soit en Italie ou en Allemagne, les loges vont être écrabouillées en quelques années. En 1940, après la capitulation de la France face à l'Allemagne nazie, le régime de Vichy va s'attaquer à son tour à la franc-maçonnerie. L'histoire dira plus tard ce qui vous fut épargné. La première loi de Vichy, c'est l'interdiction des sociétés secrètes. Et derrière ce terme de société secrète, c'est la franc-maçonnerie qui est visée. Et c'est à partir de là que les obédiences maçonniques vont être dissoutes, leurs locaux vont être confisqués, les biens vont être confisqués, les archives vont être pillées, mais on va aller plus loin. On va confisquer un certain nombre de fichiers qui portaient des noms de membres et on va publier dans la presse des listes de francs-maçons et une grande partie de ceux qui étaient fonctionnaires vont être révoqués.
Donc il va y avoir une volonté aussi d'humiliation. On va monter une exposition antimaçonnique qui sera présentée à Paris et qui circulera dans le pays, où des montages macabres montrent la franc-maçonnerie sous un jour particulièrement sombre et grimaçant. Dans le cadre de sa propagande anti-maçon, le régime de Vichy va même faire réaliser un film intitulé « Forces occultes ». Son objectif est clair, présenter au public la franc-maçonnerie sous son jour le plus sombre. Le profane Avenel est député. Nous devons examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Forces occultes, au niveau 7e art, c'est pas terrible. Mais c'est un film intéressant parce qu'il met en scène un jeune député qui pense qu'en rentrant dans la franc-maçonnerie, il va faire carrière. Donc c'est un film qui est entièrement tourné contre la franc-maçonnerie pour montrer les manipulations mentales d'un jeune apprenti dans une loge maçonnique. Monsieur, veuillez me suivre. Le film s'attache à reconstituer le plus fidèlement possible les décors d'un temple maçonnique. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple? Les habits portés par les frères et les rituels qu'ils pratiquent au sein de la loge. Qui vont m'être confiés. Ce film a été réalisé, pensé, scénarisé par des gens dont beaucoup étaient d'anciens maçons. Et donc c'est la première fois qu'on voit réellement sur un écran de cinéma une cérémonie maçonnique comme on la pratiquait à cette époque-là. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Mes frères, nous allons donner la lumière aux profanes. Ce qui est montré du point de vue du rituel est tout à fait exact. C'est assez troublant parce que c'était quelque chose qui était resté secret, malgré tout, plus ou moins, jusqu'à cette époque-là. Et là, pour la première fois, on voit ce que font les francs-maçons en loge. Pourrais-je vous laisser ma carte au cas où vous auriez besoin de mes services? Pendant plus de 50 minutes, toutes les idées reçues sur les francs-maçons sont égrenées au fil du scénario et caricaturées à l'extrême. La poignée de main que seuls les membres peuvent identifier. La conviction que le Parlement français est gangréné par l'omniprésence des francs-maçons. Leur influence sur le système bancaire ou au sein de l'armée. Ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens. De la sorte, contrôlons le peuple. À l'instar des thèses développées dans le protocole des sages de Sion, publié 40 ans plus tôt, le film expose un plan judéo-maçonnique visant à manipuler le pouvoir politique et les peuples. Mais qui dirige? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos bandes, nos groupes dévoués. Les francs-maçons seraient ainsi directement responsables de la Deuxième Guerre mondiale, qui serait alors une simple étape dans le plan machiavélique qu'ils ont conçu pour dominer le monde. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Pour trouver les origines du complot qui, pour eux, expliquent forcément l'effondrement de 1940 face à l'Allemagne nazie, parce qu'il faut bien trouver un coupable. Et donc, c'est forcément les francs-maçons. Pendant toutes les années d'occupation, la persécution des francs-maçons conduite par le régime de Vichy et l'occupant nazi sera d'une efficacité redoutable. Il y a plusieurs centaines de personnes qui perdront la vie parce qu'ils étaient francs-maçons. Déportation, fusillés, emprisonnés dans des conditions compliquées. Jamais une telle persécution, dans toute l'histoire de la maçonnerie en France, n'avait existé. Et ça laissera pendant très longtemps une trace dans la mémoire maçonnique. À la fin de la guerre, le général de Gaulle rétablira les loges maçonniques dans leurs droits. Mais le traumatisme est grand. La franc-maçonnerie comptait 30 000 membres avant la guerre. Il n'en reste que 5 000 en 1945. Au lendemain de la guerre, la franc-maçonnerie française va être dans une situation assez dramatique. Elle va avoir beaucoup de mal à se relever de ces 4 années noires où elle a été persécutée.
Les frères ont été harcelés, un certain nombre sont morts, ont été exécutés ou déportés, un certain nombre de bâtiments ont été saccagés ou confisqués. La persécution sans précédent qui s'est opérée pendant la guerre a frappé les consciences et un certain nombre de francs-maçons s'interrogent en se disant « Comment en sommes-nous arrivés là? Comment avons-nous pu susciter autant de haine ?» Peut-être que nous aurions dû ne pas nous identifier à ce point à l'appareil politique.